Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres totalement différents. Le seul point commun, c'est qu'ils ont tous été écrits par des femmes. On a du thriller psychologique, domestique même, on a une bonne enquête policière, on a du polar nordique et on a un livre qui n'est absolument pas un polar, absolument pas un roman noir, absolument pas un thriller, mais c'est un livre écrit par une de mes autrices préférées, un livre que j'attends avec impatience chaque année. Ces 4 livres m'ont énormément plu. J'ai hâte de vous en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de 4 livres écrits par des femmes, comme je vous le disais en introduction. Alors, ces fameux 4 livres, que je les mette dans l'ordre dans lequel je souhaite vous en parler, ça va être comme ça. On a 2 grands formats et 2 poches. On a un grand format avec le nouveau livre de Barbara Abel, Comme si de rien n'était, publié chez les éditions Récamier. On est sur un thriller domestique et un bon thriller domestique, un très bon thriller domestique. C'est un genre que j'adore, mais je vous en parle après, mais j'ai tellement de choses à vous dire dessus. Ensuite, je vous parlerai du tome 2 de cette série, une enquête de Jana Berzelius, d'Emily Shep, qui est une autrice suédoise, publiée chez HarperCollins. Je vous ai déjà parlé du tome 1. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir à quel point j'ai adoré cette série. Et donc voilà, le tome 2 eh bien, était encore très bon. Et de toute façon, les 7 tomes de cette série sont juste excellents. Donc, il n'y a pas trop, il y aura pas trop de surprises dans les prochains épisodes de podcast. Là, dans les 5 prochains, vous allez encore avoir un tome, hein. un tome par épisode, mais c'est excellent, c'est juste excellent, et très chouette découverte. Très chouette découverte également, Les Désobéissantes d'Emmanuel Faguet, chez également HarperCollins, livre que j'ai lu dans le cadre du jury du prix HarperCollins Poche Noire. Je m'attendais pas du tout à ce style de livre et je suis très agréablement surprise. Et puis, je terminerai par celui-là. Le nouveau livre de Virginie Grimaldi chez Flammarion. J'attendais tellement, comme chaque année, c'est... Avant, en fait, de partager mes lectures sur les réseaux sociaux, Virginie Grimaldi faisait partie des rares auteurs, vraiment, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Jérôme Loubry, il y avait Joël Dicker, rares auteurs pour lesquels je ne pouvais pas attendre le format poche. Je pouvais pas attendre, c'est pas possible. J'achetais le grand format dès sa sortie avec une énorme impatience. Anne-Gaëlle Huon, d'ailleurs, en faisait aussi partie. Et voilà, Plus grand que le ciel, un livre... très beau et certainement très particulier, pas forcément pour le lecteur mais pour l'autrice. Voilà, bon, allez, on parlera de celui-ci en dernier. Je vais commencer par mon petit thriller domestique là, dont j'ai hâte de vous parler. Et ben voilà, écoutez, c'est parti. Donc, Comme si de rien n'était, c'est le nouveau livre de Barbara Abel. De mon côté, j'en ai pas lu 50 des livres de Barbara Abel, puisque le seul autre que j'ai lu, c'est Derrière la haine, qui d'ailleurs est adapté en film avec Jessica Chastain et Anna Thaouet. Voilà. Ce livre, c'est le 15e roman de l'autrice. Et donc, on est à nouveau dans un thriller domestique et c'est vraiment un genre que j'adore. Dès que je lis un thriller domestique, ça arrive pas assez souvent, mais je vous le dis, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, dans un thriller domestique, et en même temps, c'est aussi pour ça que j'aime les polars, il y a une partie de les apparences sont trompeuses. C'est-à-dire qu'on est convaincu que tel personnage, il est comme ci, comme ça, et qu'il serait peut-être pas capable de commettre un meurtre quand on est dans un roman policier, et en fait si c'était lui le coupable. Voilà, donc c'est vrai que le côté les apparences sont trompeuses, de mon côté ça me fascine énormément parce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Alors certes, je vais pas dire que mes voisins sont tous des meurtriers, j'en sais absolument rien et ça m'arrangerait qu'ils ne le soient pas, mais je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Moi j'ai des voisins, je me fais vraiment des idées sur leur vie, je dis c'est pas possible, ils sont tout le temps chez eux, ils travaillent pas, ou qu'est-ce qu'ils font, et puis je vois une femme de ménage qui arrive, qu'est-ce qu'ils font en fait, enfin, ils ont pas des jobs qui leur permettent de télétravailler, enfin voilà, je me fais des idées, des histoires, des trucs, et les apparences me donnent l'impression que vraiment
bah ils doivent pas faire grand chose en fait, c'est pas possible. Et je sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'en fait, c'est des gens qui, comme moi, vont cumuler 50 trucs différents. Peut-être qu'au final, oui, ils ont une femme de ménage, mais ils ont peut-être un problème physique qui fait qu'ils peuvent pas faire leur vie eux-mêmes. Il y a plein de trucs, en fait. On ne sait pas. Mais on a beau dire que on a un esprit ouvert, on a beau dire qu'on ne juge pas facilement, on a beau dire plein de trucs comme ça, et ben en fait, si. Même une personne qui est convaincue qu'elle n'a aucun préjugés, et ben en fait il y en a quand même, il y a quand même des choses. Et c'est là où certains auteurs vont vraiment nous titiller et nous mettre en face de cette réalité. Et je pense notamment au dernier livre de Céline Dangean, qui n'est pas le livre que je préfère de l'autrice, mais qui est totalement comme ça. C'est fou. Et là on se prend une claque parce qu'en fait on a été bluffé, mais on se prend une claque aussi de façon personnelle en se disant ah ouais, j'ai quand même pas un esprit si ouvert que ça, parce que j'aurais dû penser à ça. Et c'est pas le cas. Là, avec Barbara Abel, dans des thrillers domestiques, qui est un genre que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est le sujet principal, c'est ce côté où en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans une maison. Donc effectivement, on ne sait pas ce qui se passe chez le voisin, mais même au sein d'une famille, on ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît pas forcément bien la personne avec qui l'on vit. On ne connaît pas forcément bien nos enfants. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir, c'est quelque chose que je vous répète, mais on vit toute la journée avec nous-mêmes. Donc certes, on dort, on arrive à mettre notre cerveau en pause et à dormir. J'ai encore des soucis pour dormir, hein. Ça n'a pas changé depuis malheureusement cet été. Mais voilà, à un moment donné, il faut mettre le cerveau en pause, on dort, ok. Le reste du temps, on est tout le temps en fait avec nous-mêmes. Donc soit on arrive à bloquer notre esprit, à bloquer nos pensées parce qu'on est très concentré sur un livre, sur une série, sur un jeu vidéo, voilà. Mais il y a d'autres choses qu'on fait où l'esprit, voilà. Enfin, il y a des fois où on a besoin de réfléchir pour répondre à une question, pour travailler, pour écrire quelque chose, pour quand on conduit, on conduit. Ben en fait, oui, on conduit, mais l'esprit il va ailleurs. Donc c'est là où on met la radio, on met un livre audio ou parfois rien. Et ça permet aussi de penser à plein de choses. Notre esprit, il est... Voilà, enfin, on est toute la journée avec nous-mêmes. Et si on passait notre temps à dire oralement ce qu'on pense, ben, on n'aurait pas assez de temps. On pense bien plus vite que ce qu'on parle. Donc, c'est vraiment... Et parfois, les pensées arrivent et on n'arrive même pas à voir comment on en est arrivé là. Alors qu'il y a forcément une logique, mais voilà, Enfin, je trouve ça fascinant. Et ça rejoint aussi quelque chose que je vous ai dit et que je vous dis depuis très longtemps. Il y a une citation de Bernard Werber, l'un de ses livres commence comme ça, en disant, en gros, je ne le dirai pas aussi bien que lui, mais entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que l'autre entend, ce qu'il perçoit, ce que... Enfin, on aurait 50 000 façons de ne pas réussir à se comprendre, mais on va quand même essayer. Voilà. Et ça, c'est aussi vrai. Et alors là, on n'est pas sur... on est sur un sujet un petit peu différent, mais sur le fait que, bah voilà, en fait, on vit avec quelqu'un qui, de la même façon que nous, a des pensées tout le temps. On ne sait pas ces pensées-là, parce que, voilà, la personne ne nous dit pas tout ce qu'elle pense à chaque seconde, donc on ne sait pas. On ne sait pas, on n'est pas non plus 24 heures sur 24 ensemble, donc on ne sait pas non plus, on suppose que la personne va travailler, mais en fait, on ne sait pas non plus. Et quand on va communiquer, parfois, eh bien, on peut très bien parler à quelqu'un en étant un petit peu agacé parce qu'en réalité, on vient d'avoir une mauvaise nouvelle et donc on paraît peut-être pas très agréable et la personne en face se dit oh, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Voilà. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend comment la personne est. Mais voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et tout ça, moi, je trouve que c'est fascinant. Voilà. C'est fascinant. Et donc là, on est sur un thriller domestique avec Barbara Abel. On a un prologue qui a vraiment son importance. Alors que l'autrice, quand je l'ai vu la dernière fois, elle m'a dit, en fait, le prologue, il est arrivé au dernier moment. J'ai dit, mais... Moi, j'ai lu ce prologue, je n'ai pas pu me détacher du prologue pendant tout le livre. Et c'est le cas d'autres lecteurs pour avoir échangé avec eux. Et en fait, donc on a un prologue
Et on nous décrit une belle avenue, l'avenue des Martourets. Donc on nous dit qu'elle rappelle ces larges allées, des banlieues huppées, bordées de pelouses grasses. Les trottoirs ressemblent à un feston, entre dalles et gazons, sur lequel des cerisiers du Japon se dressent à intervalles réguliers. Voilà, donc on nous explique que on est dans un beau quartier, dans quelque chose d'assez idyllique, et qu'il y a plein de maisons, qu'il y a plein de voisins, qu'il y a la famille machin qui habite là, la famille machin qui habite là. Et on découvre quelque chose qui est horrible. Et on se pose des questions. Il s'est passé quoi? Est-ce qu'on est sur un féminicide? Est-ce que on ne sait pas? Et donc voilà, dans cette fameuse famille. Et le prologue s'arrête. Et on commence le premier chapitre. Et donc on va découvrir certains personnages. On va découvrir notamment Adèle, qui est l'un des personnages principaux en fait du livre. Et en fait Adèle, elle a ce côté, tout est assez ordonné, elle a une vie qui est plutôt, enfin je vais pas dire simple, mais ordinaire, enfin il y a rien de particulier. Elle a un fils, en fait son fils fait du solfège ou de la musique, mais est-ce que c'est du solfège vraiment? Oui c'est ça, fait du solfège et puis elle l'amène à un moment, son fils se retrouve avec un nouveau prof de solfège qui s'appelle Hugues. Alors je précise que Adèle est mariée, hein, c'est pas une mère célibataire, je vous l'avais pas précisé, mais du coup comme je vous l'ai pas précisé, je sais pas quelles ont été vos pensées, vos préjugés, ce que vous en avez conclu, mais bon, voilà, en tout cas, elle est mariée. Et donc voilà, elle emmène son fils au cours de solfège, elle voit Hugues, et Hugues la regarde, donc regarde ce personnage qui s'appelle Adèle, et lui dit « Oh, Marie !» Du style, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et bah non, en fait, Adèle a dit non, c'est pas moi, en fait, je ne suis pas Marie. Ah, ok, mais on est un lecteur d'un thriller domestique, on ne sait pas. C'est vrai qu'Adèle, bon, écoutez, on s'attache vite à elle, comme je vous dis, c'est un peu le personnage principal, c'est elle qu'on voit le plus. Bon. Et en même temps, ça nous titille, en fait. Bah ouais, parce qu'on est dans un thriller domestique, les apparences sont trompeuses. S'il l'appelle Marie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, en fait? Parce qu'au final, il n'y a pas quelque chose derrière, on ne sait pas, voilà. Et donc, enfin, si, à un moment donné, on va savoir si oui ou non il y a quelque chose derrière. Et donc, l'histoire évolue, etc. Et comme je vous dis, on reste avec ce prologue en tête, en fait. On a ce prologue, on a des informations pendant ce prologue, et du coup... on n'est pas sur... c'est-à-dire qu'il y a le prologue, ensuite il y a le premier chapitre, et le premier chapitre n'est pas une suite du prologue. On comprend que le prologue va s'insérer dans l'histoire, soit c'est une scène du futur, soit c'est une scène du passé, soit... On ne sait pas, mais on ne peut pas lire ce livre sans penser au prologue. Le prologue a un sens, mais quel est ce sens ? Parce que c'est pas, on va pas nous raconter, je sais pas, l'histoire de Blanche-Neige et partir sur quelque chose qui a rien à voir. Non, le prologue, il doit s'insérer, mais on sait pas comment. Et donc, en fait, on lit ce livre. Moi, j'ai vraiment été accrochée. J'ai trouvé que c'était vraiment un page-turner. C'est assez dynamique. Ce qui, pour moi, est vraiment pas évident. Parce qu'un thriller domestique, ça pourrait être quelque chose de très narratif, de très plat, de très lent. On n'est pas sur une course-poursuite, donc on n'a pas une cavale, un truc, une enquête avec des rebondissements, quelque chose de très haletant à la base. Non, justement, l'objectif du thriller domestique, c'est d'être dans un monde ordinaire, en fait. De se dire que ça pourrait arriver à n'importe qui ou à nos voisins. J'ai un problème avec mes voisins. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que c'est souvent ce qu'on pense, en fait. Et bah, dans les thrillers domestiques, forcément, on va penser à la série Desperate Housewives. Forcément, on va penser à l'autrice Liane Moriarty. Après, je suis pas plus experte que ça en thriller domestique, mais si vous en avez d'autres à me conseiller, je prends. Parce que c'est vraiment un genre que j'aime énormément, mais comme je vous dis, ça me fascine. Et vraiment, je ne suis pas capable d'écrire un livre, mais si un jour, je devais le faire, si un jour... Je
je m'en sens capable, mais c'est pas le cas, et voilà, enfin, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment ou à la limite, ce serait même, me connaissant, ce serait même pas écrire un livre, mais ce serait plutôt gratter et gratter sur ce genre-là, en fait. Enfin, c'est passionnant, c'est passionnant. Et donc, en fait, dans un thriller domestique, on veut nous prouver que c'est quelque chose de normal, que les personnages, ils sont comme vous et moi, et qu'il n'y a rien de particulier. Ah, si, en fait, ils cachent peut-être un énorme secret. Et c'est l'objectif. Donc, en fait, dans le livre, eh bien, on est on nous raconte une histoire ordinaire. À un moment, elle devient assez incroyable. À un moment, il y a des choses. Mais à la base, on nous raconte une histoire ordinaire. Et il faut que ce soit le plus ordinaire possible pour qu'on adhère. Comment on arrive à accrocher son lecteur en racontant une histoire ordinaire? C'est pas facile. Là, c'est assez bien fait puisqu'on a ce prologue qui, dès la fin du prologue, nous reste en tête et voilà. On est là en se disant, non, bah, je sais pas, j'ai lu le premier chapitre, il n'y a pas de lien avec le premier chapitre. Bon, je vais lire le deuxième. Bon, non, je vois pas, je sais pas. Voilà. Donc, ce prologue nous aide vraiment à faire ça. Et puis, bah, tout le reste, écoutez, moi, j'ai été accrochée par l'histoire et je suis vraiment admirative de ça. Je suis vraiment admirative de ça. Pour moi, on peut réellement tomber dans quelque chose de lent, qu'on pourrait décrocher facilement et c'est pas du tout le cas. Voilà, donc c'est extra. Et l'autrice a vraiment joué avec les apparences sont trompeuses. Elle a joué avec nos a priori, nos préjugés. C'est vraiment addictif, comme je vous le disais. Et le final est juste dingue. Voilà. Je vais pas vous en dire plus. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. Je ne peux que vous le conseiller. Il est vraiment trop, trop bien. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas du tout déçus. Voilà. Et en fait, si vous êtes vous-même fan de thrillers domestiques, je veux bien des titres, je veux bien des conseils. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, comme je vous dis, de creuser ça. Quitte à creuser aussi sur la partie... il y a un côté psychologie derrière. Je parlais avec certaines personnes hier soir de marketing et du fait de... c'est pas du tout mon domaine, mais pour avoir travaillé avec certaines personnes dans le marketing, il y a des histoires de placement de produits. Quand on est dans un magasin, quand les produits sont placés à tel endroit et pas un autre, c'est pour une raison. Ça a parfois été testé en amont. Enfin, voilà, il y a plein de choses autour de tout ça. C'est hyper intéressant. Il y a un moment, ça signifie aussi que... c'est presque un défaut humain ou une faille ou quelque chose dans lequel le marketing s'est mis pour en profiter et mettre en avant certains produits. Et là, c'est un peu la même chose. On doit avoir des petites failles, des trucs, etc. dans lesquels les auteurs de polar et de thriller se mettent pour nous embêter, pour nous manipuler. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que ce qu'il en ressort à chaque fois, c'est... Ah ouais, je me suis fait avoir. En effet, je pensais pas que j'avais cette faille-là, en fait. Voilà. Fascinant. Je vous dis, je trouve que c'est fascinant. Donc oui, si vous avez des choses sur le sujet, dites-le moi, je veux en savoir plus. On continue avec ce fameux tome 2 de la série d'une enquête de Jana Berzelius d'Emily Shep et ce tome 2 s'appelle Sommeil blanc. Les 4 premiers tomes sont à un prix découverte à 4,99 € avec cette super couverture. Moi j'aime beaucoup. Il n'y a que le tome 5 je crois que je n'ai pas avec cette couverture là, j'ai l'ancienne couverture. Les tomes 6 et 7 j'ai bien avec ces nouvelles couvertures. Et donc 7 tomes mais seulement les 4 premiers à un prix découverte mais c'est assez intéressant puisqu'ils sont un petit peu moins de 5 €. Voilà, je précise que je ne gagne rien sur ces livres parce que vous êtes beaucoup à les avoir achetés parce que je vous en ai fait 3 tomes parce que je ne sais pas être mesurée. Quand j'aime, j'aime. Quand j'adore, j'adore. Et là, vous l'avez compris que j'adorais totalement. Donc voilà, je ne touche rien dessus. Sauf si vous voulez commander avec mon lien qui est en barre d'infos parce que vous savez, c'est un lien affilié Amazon, etc. Mais sinon, je gagne rien. Je suis pas rémunérée pour vous parler de cette série. Mais elle est folle cette série, elle est vraiment folle. Et là, j'ai un énorme manque, surtout que j'ai enchaîné les derniers tomes. Vraiment, c'est rare que je fasse ça quand je suis vraiment accro à une série. Je vais peut-être lire un tome d'une série, puis entre-temps, je vais lire 1 ou 2 livres d'autres choses, puis repartir sur un tome de la série, puis lire 1 ou 2 livres d'autres choses. Non, là, les derniers tomes, je les ai enchaînés, vraiment, je suis en finissais un, j'en commençais un autre. Et en fait, ça s'y prête bien.
Alors, en général, ça s'y prête bien quand on a des tomes qui se suivent sans assez nous rappeler les tomes précédents. Là, j'avoue que Emily Shep, elle fait quand même le job. Dans chaque début de tome, elle nous rappelle le contexte. Ce qui fait que, si vous lisez le tome 5, le tome 3, sans avoir lu les précédents, il n'y a pas de souci, Emily Shep vous dit ce qui s'est passé. En spoilant, pas tout, mais une partie. S'il y a quelqu'un qui est mort, et il y a surtout quelque chose, c'est que on a un premier tome qui pose les choses. Et ensuite, on a des tomes 2 à 7 qui sont sur la même construction. Le tome 1 est particulier. On fait la connaissance de Jana Berzelius. On fait la connaissance de son passé. Il est dingue, son passé. Il est improbable. Jamais on aurait pu penser qu'une procureure, parce que Jana Berzelius est procureure. Une procureure carrée, à respecter les règles, à donner des autorisations. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose de comme ça. Elle est explosive comme personnage. Et du coup, il y a deux choses. Il y a le côté carré, le côté posé, le côté raisonné, patient. Et il y a l'impatience, la violence. Oui, c'est ce côté impulsif qu'elle peut avoir. Et ces deux personnalités, ces deux parties cohabitent en elle. C'est ça, Jana Berzelius, en fait. Elle est comme ça. Et elle a un côté froid. Et alors, le côté froid, ça va avec le côté procureur et ça va avec son côté explosif, en fait. Donc là, pour le coup, c'est vraiment elle. On s'y attache, mais c'est pas le personnage principal avec lequel je me suis le plus attachée. D'autant plus que elle est pas... C'est le personnage principal, c'est clair, tout tourne autour d'elle, mais c'est pas pour ça qu'elle est beaucoup plus présente que d'autres personnages. C'est marrant parce que elle est personnage principal et en même temps, on a l'impression que parfois elle survole certaines choses ou qu'elle survole les pages qu'on est en train de lire, ou elle est jamais loin mais pas toujours présente totalement. J'ai pas l'impression que c'est... J'ai pas l'impression que ce soit elle qui ait le plus de dialogue. Je pense à deux autres personnages qui sont Henrik et Mia qui travaillent dans la police. D'ailleurs, Henrik est le prénom du mari d'Emily Shep. Je crois que c'est son second mari. Et en fait, eux, je pense qu'ils ont plus de dialogue, notamment parce qu'ils parlent entre eux dans le cadre de l'enquête, ils parlent avec l'équipe. Mais je pense qu'ils ont plus de dialogue que Jana, en fait. Donc, c'est particulier. Donc, je vous conseille de lire cette série dans l'ordre parce qu'en fait, à partir du moment où vous ne lisez pas le tome 1, en fait, soit vous lisez dans l'ordre et vous lisez le tome 1. Ok, c'est bon. Du coup, pas de souci. Soit vous lisez pas dans l'ordre et vous débutez pas par le tome 1. Et ben, du coup, après, je sais pas comment... Enfin, tout vous est spoilé. Alors que quand on découvre le tome 1, on découvre des choses, on en est scotché. Et après, par la suite, c'est la base des autres tomes. Donc, c'est aussi pour ça que c'est rappelé. Mais si vous le découvrez par un spoil en début de tome, bah, ça gâche, en fait. Ça gâche. Et je vous dis souvent que j'aime les séries parce qu'il y a souvent un fil rouge dans les personnages. On les voit évoluer et c'est hyper intéressant. C'est plus rare qu'il y ait aussi un fil rouge dans les enquêtes. Et là, c'est le cas. En fait, il y a un peu trois choses. Il y a la vie privée des personnages, il y a quand même une enquête dédiée au livre, et, sauf dans le tome 1, parce que dans le tome 1, les points 2 et 3 sont liés, fusionnés. Et il y a une enquête fil rouge, il y a des personnages fil rouge. Donc en fait, le fil rouge, il n'est pas que sur une histoire de personnage principal ou de personnage secondaire dont on va suivre la vie privée, il y a aussi des choses en lien avec les enquêtes, etc. Jana, elle est obligée parfois d'être un peu borderline sur certains points parce que les enquêtes font que on risque de la démasquer sur certains trucs et elle ne veut pas. Plus on avance dans la série, plus on se dit que ce serait si grave que ça, mais au début ça paraît, vu le contexte et tout, ça paraît totalement inconcevable. Et c'est, enfin du coup, c'est là aussi que c'est assez fort parce que en tant que procureure, elle participe à l'enquête, mais elle participe aussi à l'enquête pour son propre, pour sa propre vie privée. Et vie privée signifie pas avec qui elle est en couple, est-ce qu'elle a des enfants ou pas. Non, c'est pas que ça en fait. Donc voilà, c'est, enfin voilà, moi j'adore. Et en plus de tout ce que je vous ai dit,
Le rythme, il est vraiment prenant. Enfin, je vous l'ai dit au premier tome. Le premier tome débute par une page de dialogue. Enfin, c'est dingue. On ne débute pas un livre par une page de dialogue, normalement. Quelle excellente entrée en matière. Les livres, ils sont pas super longs. Ils font moins de 400 pages. Il n'y a que le tome 5 qui fait plus de 400 pages. Mais comme je vous le disais, le tome 5, il n'a pas encore la nouvelle couverture. Il a l'ancienne couverture. Et en plus de ça, à l'intérieur, les chapitres commencent toujours sur la page de droite. Ce qui fait que une fois sur deux, on a une page blanche. Et comme les chapitres sont courts, ben, on a quand même pas mal de pages blanches. Donc, je pense que le tome 5, s'il était remis à la sauce de ces nouveaux tomes là, de ce nouveau format, cette nouvelle couverture plus cette nouvelle mise en page intérieure, on va dire, et bien derrière, je pense que c'est un livre qui ferait moins de 400 pages. Donc c'est relativement court. Quand en plus il y a du rythme, quand à 100 pages de la fin, quand on est sur un livre de 350-400 pages, 100 pages de la fin, ça représente une part énorme. On commence à être sur le rythme final, on commence à être sur le suspense, sur le côté haletant. J'ai fini des tomes en apnée, vraiment, tellement c'était fort, tellement c'était fou. Je peux pas vous dire que les tomes finissent toujours par une incroyable surprise. Je peux pas vous dire que on est sur des dénouements à la Agatha Christie. À chaque fois, c'est pas vrai. Mais il y a des trucs vraiment qui sont pas mal du tout. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, je pense que c'est bon, vous avez compris. Et puis, je vous le répéterai encore 5 autres fois jusqu'au tome 7. Donc voilà, on n'a pas fini de parler d'Emily Shep, ça me manque, hein. Moi ça y est, ça me manque, de les avoir enchaînés comme ça. J'ai vécu avec Jana Berzelius pendant un moment, ça me manque, et puis ça se lit tellement comme une série télé, et c'est adapté sur Amazon Prime en Suède, c'est parfait. C'est parfait, on le voit en série, on le lit comme un série, comme une série, pardon. On le lit comme un épisode avec ce rythme haletant à la fin où on a une ouverture sur la suite et donc on se dit bon allez c'est bon, je prends le tome suivant, je veux savoir ce que c'est, etc. Avec un mini rappel des épisodes précédents, mais qui se fait de façon assez simple, c'est pas grossier, c'est fait en subtilité, donc voilà. J'adore, j'adore. Voilà, je vous ai parlé d'Emily Shep. Rendez-vous dans mon prochain épisode de podcast pour reparler d'Emily Shep. Je continue avec Les Désobéissantes d'Emmanuel Faguet chez HarperCollins, que j'ai lu parce que je fais partie du jury pour le prix HarperCollins Poche Noire. C'est un livre qu'on avait reçu assez tôt. Et on avait reçu 2 livres en même temps. Ce livre est à seule issue. Ta seule issue qui est... Est-ce que je les ai laissés là, les livres? Ouais. Qui est ici. Que j'ai commencé et que j'ai abandonné alors qu'on est sur un polar nordique, alors que le livre, il est pas long, il fait... Il n'y a pas de numéro de page. Il fait moins de 300 pages. Oh, j'ai honte de l'avoir abandonné, mais je m'ennuyais. D'ailleurs, c'est un sujet, dont j'ai parlé avec pas mal de personnes ces derniers temps, à plusieurs moments. Je ne parle pas de mes abandons. Je ne parle pas de mes abandons voilà, parce que si vous voulez les connaître, ils sont sur Babelio, parce que je suis quelqu'un qui a lu énormément l'année dernière, donc derrière, je lis 25-30 livres par mois. Si en plus je vous parle de mes abandons, je suis sous l'eau au niveau des posts Instagram, au niveau de ce que je dois vous chroniquer. Si en plus je vous chronique un abandon, je sais pas comment chroniquer un abandon, mis à part faire un post et dire « Ah, je l'ai abandonné ». Non, je peux vous dire « Ouais, voilà, je l'ai trouvé lent et j'ai abandonné au bout de 100 pages ». Sauf qu'après, j'ai tout à fait conscience que le même livre, si je l'avais lu au bon moment, je peux pas savoir si c'est le bon moment ou pas pour lire un livre. Je sais pas de quoi va parler l'histoire, je connais pas l'écriture, je connais pas... mais peut-être que c'est un livre, si je l'avais lu il y a un an, je l'aurais pas abandonné, j'aurais été jusqu'au bout et puis je l'aurais peut-être adoré. Enfin, voilà. Donc, je ne chronique pas mes abandons. Donc, en fait, on avait reçu ces 2 livres-là et puis je voulais en lire un tout de suite, même si c'était une période où je commençais déjà à préparer les quais du polar. Enfin, ça, je rejoins ce que je vous dis en vlog sur mon organisation ces derniers temps, etc. Et ben là, en fait, quand j'ai reçu ces 2 livres, je me suis dit, je vais sur la valeur sûre. Je vais sur le polar nordique parce que c'est sûr que ça me plaira. J'étais trop contente qu'il y ait des polars nordiques dans la sélection. C'est aussi comme ça que j'ai découvert Emily Shep, hein, parce que le tome 7, on devait le lire dans le cadre du jury, mais moi j'ai préféré les lire dans l'ordre. Et donc j'ai laissé celui-ci de côté
Je n'ai rien lu de la 4e de couverture. À quoi ça sert? Je suis censée tous les lire. Alors, bon, parfois, c'est sûr qu'il y a des abandons, mais j'avais 10 livres. J'étais censée lire les 10 livres. Donc, que ça parle de Pierre-Paul Jacques, je m'en fiche, je lis le livre. Donc, je n'ai rien lu des 4e de couverture. C'est parfois un défaut parce que je suis sûre que ça m'aiderait à aller directement dans l'histoire. Et donc là, en fait, moi, j'ai vu le titre. J'ai vu la couverture. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pense que ça doit être un roman noir, et c'est bien hein, les romans noirs, hein, mais je préfère les polars ou les thrillers. Voilà. Les apparences sont trompeuses, je me suis fait avoir, mais totalement. C'est pas un roman noir, on est sur un roman policier. C'est hyper addictif, c'est hyper bien fait, on est vraiment sur une enquête. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il n'y avait pas cette partie-là, j'en sais rien, et à la limite on s'en fiche. Voilà, donc il y a un côté roman policier, il y a aussi un côté thriller psychologique, c'est hyper addictif, alors que je m'imaginais un truc lent. Enfin, à la base, j'étais pas hyper attirée. Voilà. Après, je l'ai chroniqué, j'ai dit, mais quelle agréable surprise. Et il y en a plein qui disent, bah oui, moi je l'ai acheté depuis qu'on en a entendu parler, etc. Moi, je suis passée totalement à côté. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'est d'autant plus une agréable surprise que je me suis faite avoir par des a priori, des préjugés. Et ensuite, quand j'ai commencé l'histoire, j'ai dit, mais c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, dans cette histoire, on a Marcus Solar. Marcus Solar, c'est un pianiste qui est connu, très connu, qui a été très connu à une période, qui a fait une longue traversée du désert. Il s'est comme caché, personne ne savait où il habitait. Puis ensuite, il est ressorti en fait dans la lumière et il a dit « Allez go, je fais des concerts et tout ». Alors événement de folie, parce qu'en fait, c'était un sujet, on se disait, mais où est passé Marcus Solar? Il est devenu quoi? Etc. Personne ne savait. Et hop, il ressort, donc ça veut dire qu'en fait, il était toujours vivant, il habitait à un certain endroit, et en plus, il revient et il va partager son don incroyable. Fou! C'est totalement fou. Sauf que le livre commence, et alors, comment il commence d'ailleurs? Est-ce qu'il commence pas dans le passé, de mémoire? Non, 2020. 2020. Et est-ce qu'on nous dit très vite, est-ce que je vous spoil la page 2 ou la page 5? Ouais, de toute façon, on va vite, on le sait vite par la suite. Mais bon, bah Marcus Solar, il est retrouvé mort. Mais il n'y a pas que lui qui est mort. Donc c'est un peu bizarre comme truc. Et voilà, on va avoir certains personnages, enfin un certain nombre de personnages, en même temps c'est normal, vous me direz, mais on n'a pas trop de personnages, on en a un petit nombre, qui sont tous très marqués, très, je vais pas dire caricaturaux, mais ils ont une force, ils ont des secrets, ils ont une personnalité. On est sur des personnages qui sont un petit peu atypiques, mais ils paraissent pas faux non plus, et assez attachants. Mais on a vraiment tous les côtés des personnages. Hein. On peut pas dire « Ah, lui c'est gentil et elle c'est la méchante ». Non, 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 c'est bien plus complexe que ça. On a vraiment... c'est hyper bien travaillé en fait. Et ça rend ce livre encore plus réel, je trouve. Et c'est vraiment addictif, c'est vraiment addictif. On suit comme ça. D'ailleurs, les parties sont coupées par personnage. On avance dans l'histoire, on ne sait pas trop où on va parce que à la base, on se dit, ok, d'accord, très bien. Bon, notre fameux pianiste, il est mort. D'accord. On va essayer de chercher qui a pu tuer cet homme. Hein. Donc, enfin, qui a pu tuer cet homme? Est-ce qu'on est vraiment sur un meurtre aussi? Parce qu'il y a plein de choses qui se posent comme question. Enfin, voilà, c'est assez... Enfin, il y a plein de trucs. Mais bon, ça pourrait être assez simple. Une enquête sur un mort, voilà. Enfin, et puis, on voit bien la conclusion. Voilà ce que c'est. Et sur ça... il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter, notamment au niveau de la construction du livre. On se retrouve à la fois là dans le présent en 2020, mais on va faire pas mal d'allers-retours dans le passé. Dans le passé, avant que Marcus Solar disparaisse. Et on va rencontrer aussi d'autres personnages. On ne voit pas le lien entre ces personnages et
ceux qui nous intéressent dans le présent, mais il doit bien y en avoir, parce que sinon l'autrice s'embêterait pas à raconter des histoires qui n'ont rien à voir. Donc on cherche, on voit des liens, et c'est là qu'on se dit, ah, puis on a un autre personnage qui arrive, un autre personnage où on se dit, c'est quoi le lien? Je vois pas le lien dans le présent, ah oui d'accord, ah oui, le lien il est aussi dans le passé, ok, et on continue, et c'est l'enquête, l'enquête, mais l'enquête dans le sens l'enquête des policiers, mais aussi celle que, en tant que lecteur, on mène de notre côté, en tant que détective amateur. Et ben, en fait, on se pose des questions à se dire, mais c'est quoi ce truc? Enfin, ça devient au fur et à mesure d'une grande complexité, et c'est bien. C'est très bien. Ce livre, il est court, il fait 380 pages, il se dévore par les chapitres vraiment courts, par ses allers-retours présent-passé, par ces personnages qui sont très forts et très prenants et très attachants, par ce côté un peu roman choral, parce que on va un peu alterner au niveau des personnages, le dénouement il est très bon, on est vraiment très très pris par cette histoire. Et c'était une très chouette découverte. Voilà. C'est pas un coup de cœur de mon côté non plus, mais j'ai trouvé vraiment que c'était un livre qui... Il faut le lire, il faut le lire. Là, je vous ai parlé de la construction, je vous ai parlé du dénouement, je vous ai parlé un peu du style ou de ce qui m'a plu dans le livre. Je vous ai pas parlé d'autre chose et qui est pourtant important, ce sont les sujets abordés. Les sujets abordés, ils sont très forts et ils sont aussi très importants. C'est là aussi toute la force du livre. Je peux pas vous dire, ah, ça traite de ça, ça, ça et ça. Non, parce qu'en fait, je vous spoil tout. C'est pas possible. Mais derrière, il y a vraiment des sujets forts, des sujets qui demandent à être réfléchis et c'est bien que ce soit abordé. Voilà. Il y a beaucoup de personnages féminins. Oui, beaucoup de personnages féminins. Les personnages masculins qu'il y a, bah oui, je vous ai parlé d'un pianiste, hein, c'est sûr. Mais les autres personnages masculins, à la limite, sont un petit peu en retrait par rapport à d'autres personnages féminins. Et c'est un livre pour lequel je garderai vraiment d'excellents souvenirs. Et c'est une autrice, du coup, bah, que je vais suivre, hein, parce que j'ai envie de dire, un premier livre comme ça... Faut continuer, hein. Faut pas s'arrêter là. Hein. Voilà, c'est donc Les Désobéissantes d'Emmanuelle Faguet. On va terminer avec une de mes autrices préférées, avec Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, qui est un coup de cœur. Alors, j'ai lu tous les livres de Virginie Grimaldi, mais j'ai besoin de la liste pour m'en rappeler. Et en fait... je vais vous dire mes 3 préférés. C'est comme si je vous livrais un secret. Alors, mes 3 préférés sont « Et que ne durent que les moments doux » que j'ai lu alors que j'étais en vacances en 2020. C'était les vacances d'été un peu particulières. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce qu'une fois que je l'ai terminé, enfin, je l'ai lu et je me suis dit c'est intéressant, mais... il y avait l'un des personnages avec qui j'avais un peu du mal à accrocher. J'ai terminé, je me suis dit, il est dingue ce livre. Et je pense une semaine après, j'ai réfléchi à pourquoi j'avais pas accroché avec un des personnages. Parce que je me disais, je m'identifie pas à ce personnage. C'est un profil de maman et tout, et je m'identifiais pas à ça. Je suis pas comme ça. Une semaine après, je me suis rendu compte qu'en fait, si, j'étais totalement comme ça, je serais totalement comme cette maman. Et ça m'a mis un peu une claque aussi. Donc, il y a eu un double effet, si vous voulez. Il y a le livre qui met une claque par la fin. Et il y a, en plus de ça, cette prise de conscience. Dans mes préférés, il y a Il nous restera ça. Qui était aussi très bon au niveau surprenant et tout. Et puis bah, celui-ci arrive rejoint du coup mes préférés, Plus grand que le ciel, qui est excellent. Les autres ils sont aussi très très bons. Hein. Moi j'ai découvert Virginie Grimaldi avec Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'ai découverte en 2019. Alors que son premier livre est sorti chez Livre de Poche en 2016. Donc je peux pas dire que j'étais une des lectrices du début.
C'est pas vrai. Mais à partir du moment où je l'ai découverte en 2019, j'ai découvert ces autres livres. Il y a des livres que je n'ai pas lus. C'est la collection Chère Mamie, mais on fait un travail d'équipe. Ma grande les a lus. En l'occurrence, alors elle les a lus, elle a lu... Qu'est-ce qu'elle a lu aussi? C'est celui avec la caravane, là, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je crois qu'elle a lu celui-là aussi. Mais les Chères Mamies, elle est trop fan. Alors, Plus grand que le ciel. Plus grand que le ciel, c'est un livre qui est particulier. Si vous suivez Virginie Grimaldi sur les réseaux sociaux, et je vous conseille de le faire parce qu'elle a un compte Instagram qui est extra et qui montre tellement d'autodérision, c'est une femme qui a un humour incroyable, ça se voit dans ses livres, grande sensibilité et humour incroyable, et ça se ressent vraiment sur son compte. Si vous la suivez sur son compte Instagram, vous devez savoir ce qu'elle a vécu. Elle a perdu son papa il y a un peu moins d'1 an. Et dans ce livre, on va suivre 2 personnages, Elsa et Vincent. Et Elsa a perdu son papa et Vincent est un auteur. Ce qui fait que quand on lit le livre, il y a des choses où on se dit, je connais pas Virginie Grimaldi personnellement, je l'ai vue à plusieurs reprises, si elle me voit, elle sait qui je suis, enfin voilà, mais à côté de ça, je ne la connais pas, enfin je peux pas vous dire, elle est née à telle date, à tel endroit, je connais quelques petits trucs de ses enfants pour avoir échangé avec elle, mais voilà, ça reste, enfin je ne la connais pas du tout personnellement, mais par rapport à la façon, enfin à ce que je sais d'elle, il y a des choses sur lesquelles je me suis dit en regardant, en étudiant les personnages, enfin en apprenant à les connaître, il y a des choses où quand Elsa parle, je me dis ah là il y a un peu de Virginie Grimaldi quand même. Et quand on voit Vincent, il est auteur, il y a des points en particulier, notamment l'attitude de Vincent pendant les salons. C'est exactement Virginie Grimaldi pendant les salons. Je vais relever un passage en fait, parce qu'une fois que j'ai terminé, j'étais l'une des premières personnes qui ont reçu le livre terminé et qui l'avaient lu, donc j'ai pas mal échangé avec elle. Et je lui ai envoyé un passage et je dis, bah, en fait ça c'est toi, enfin, c'est ta façon de faire lors des salons, enfin voilà, enfin, clairement. Donc en fait il y a un peu de ce que je connais, du peu que je connais Virginie Grimaldi, je trouve qu'il y a un petit peu des deux dans les 2 personnages. Et du coup, après, je peux pas vous dire à quel point, je peux pas vous dire, et c'est là où c'est bien, parce qu'en fait, Virginie Grimaldi, elle est pas en train de nous offrir un livre Paris Match où, waouh, je vous raconte toute ma vie, tous mes sentiments, tout ceci, tout cela. Après, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qu'elle a inventé pour le personnage, ce qui vient d'elle, et c'est très bien comme ça. Voilà, il y a une limite à mettre et qu'elle a tout à fait mise, et ensuite, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture en fonction de à quel point on connaît Virginie Grimaldi, et certainement les personnes qui sont très proches de Virginie Grimaldi arrivent vraiment à détecter précisément ce qui vient d'elle et ce qui ne vient pas d'elle. Mais du coup, en tant que lecteur, on voit quand même qu'il y a des petits points. Et je trouve ce roman assez intime, pas parce que Virginie Grimaldi nous étale sa vie au grand jour, pas du tout, c'est pas ça. C'est que on va suivre principalement nos 2 personnages, Elsa et Vincent, mais vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est lié notamment à la construction parce que on se retrouve avec 3 types de chapitres. On a des chapitres où on va suivre Elsa, qui va parler à la première personne, à un psy. On va suivre Vincent, qui va parler à la première personne, à un psy. Et on a des chapitres où ils peuvent être présents, tous les 2 ou l'un des 2, qui vont être à la 3e personne et qui vont permettre de faire avancer l'histoire. Et du coup, forcément, on se retrouve avec 2 personnages principaux qu'on suit. Et ensuite, en plus, on les suit chez un psy. Donc forcément qu'il y a un côté intime dans le livre. Parce que réellement, ces personnages vont dire le plus profond d'eux-mêmes, vont l'exprimer, on va extrêmement bien les connaître, comme on connaît rarement des personnages comme ça. Dans les livres précédents, je vous ai parlé de Polar. Je ne pourrais jamais donner autant de caractéristiques, je ne connaîtrai jamais aussi bien les personnages des 3 livres précédents que les 2 dont je vous parle là. C'est logique en fait. Et donc c'est très intéressant du coup. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que
on se doute que la perte de Virginie a été terrible, a été extrêmement difficile, etc. Ce livre qui va prendre le sujet entre autres, c'est pas que ça, on ne parle pas que du décès du père d'Elsa, mais on en parle. On n'est pas sur un livre qui va tourner que autour de ça et qui donne l'impression que qu'on est sur un livre qui a fait du bien à l'autrice, et peu importe la fiction derrière, ou ça aurait pu être justifié, je ne critique pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est tellement terrible qu'après, chacun fait comme il peut pour surmonter cette épreuve. Enfin, ça aurait pu être le choix de l'autrice, et il y a des livres que j'ai déjà lus qui sont comme ça, où derrière, on sent que le livre, il a été écrit pour que l'auteur évacue ce qu'il avait besoin d'évacuer, et la fiction, elle n'est pas au rendez-vous, et forcément, ça me paraît normal et sain qu'un auteur écrive plus pour lui que pour le lecteur, parce que sinon ça se ressent, c'est pas sincère en fait, mais on est réellement sur une fiction, malgré cette incroyable épreuve, voilà, cette douleur, etc. On est sur une vraie fiction. J'en suis encore plus admirative, parce que derrière, c'est comment, en fait, c'est utiliser cette douleur, certainement peut-être un peu évacuer certaines choses, et en même temps réussir à prendre assez de hauteur pour raconter une histoire qui a du sens et qui ne tourne pas que autour d'un sentiment qui pourrait être négatif, etc. Il y a des notes d'humour dans le livre. C'est la marque de fabrique de Virginie Grimaldi aussi. On éclate de rire. Il y a des références. Et en fait, j'ai fait un réel. J'ai eu la chance de recevoir une box de Virginie Grimaldi. Donc, il y avait son livre en grand format. Il y avait son livre précédent en poche. Il y avait des petits goodies. Il y avait notamment des cannelés. Ils étaient trop bons. Des petites choses pour faire du jaspage sur le côté, etc. Une petite carte dédicacée. Voilà. Donc, c'était trop gentil. Et en fait, quand j'ai fait ma petite vidéo pour Instagram pour présenter la box, à un moment donné, j'ai fait ça avec le livre. Et en fait, en montant la vidéo, je me suis dit, mais c'est quoi ce qui est écrit là? Je vois écrit sur la page, quand j'ai passé le livre, Choupi. Je repasse la vidéo. Non, c'est bien écrit Choupi. Et Virginie Grimaldi a parlé de Choupi dans son livre. Oui. Et elle a parlé de oui aussi. Voilà, donc c'est ça, mais il y avait aussi d'autres références. Et alors moi j'ai noté, il y a des moments quand il y a quelque chose qui me marque, quand je pleure sur un livre, quand je rigole sur un livre, j'aime bien noter la page. Et en l'occurrence, à la page 134, on commence un chapitre avec Elsa. Et la première phrase, c'est « Hier soir, j'ai autorisé mon fils à dormir chez son copain Jean-Pierre malgré son prénom. » Point. Le chapitre continue. J'étais pliée. Mais faut avoir cet humour-là. Hein. C'est quand même, ça peut être subtil, ou pour d'autres ça peut être lourdingue, j'en sais rien, mais c'est excellent. C'est excellent. Virginie Grimaldi, c'est quand même, ça a longtemps été l'autrice qui vendait le plus de livres en France. Avoir cette autodérision, cet humour dans ses livres, c'est excellent. Et ce livre, parce que c'est pas que de l'humour, c'est pas un livre de blagues non plus. C'est un livre qui est aussi très émouvant. Et mais c'est ce qui est dit. Et là, entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Et c'est mis un peu plus bas dans sa biographie. Traduit dans plus de 20 langues, ces romans, drôles et émouvants, font écho à la vie de chacun. Et c'est ça, drôle et émouvant. Alors c'est pénible parce qu'en fait on le dit tous. Ah, Virginie Grimaldi, c'est drôle et émouvant, c'est drôle et émouvant. C'est tout le temps les mêmes mots, mais je sais pas comment le dire autrement parce qu'en plus c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Ça arrive, il y a d'autres auteurs qui mêlent comme ça ces deux choses, mais pour moi c'est celle qui va le plus loin dans les deux. Y compris dans l'humour. Parce que parfois, certains, font des petites notes d'humour, vont loin sur le côté émouvant. Hein. Non. Virginie Grimaldi n'hésite pas, au niveau de l'humour, à aller loin. Voilà. Donc, c'est
ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de la retrouver. Elle n'est pas partie longtemps, hein. Elle sort un livre par an, c'est très bien, c'est parfait, c'est un sacré rythme, bravo, etc. Enfin, surtout avec ce qu'elle a vécu, j'ai envie de dire. Mais ça m'avait manqué, en fait. Elle écrit bien, voilà. Sa plume m'avait manqué, ce côté... J'avais entendu dire, parce que les auteurs qui ont du succès, les auteurs dits populaires et tout ça, sont toujours hyper critiqués. Et je l'avais entendu dire, mais tout comme quand j'ai entendu dire Guillaume Musso, c'est dur d'écrire de façon à ce que la lecture soit fluide. C'est pas parce qu'on se dit tiens ça se lit rapidement et tout que en fait derrière ça s'est écrit rapidement. Non, on peut mettre du temps à écrire un livre qui se lit rapidement derrière, à ce que les phrases soient tournées d'une bonne façon, à ce qu'il y ait du sens, à ce que le lecteur bute pas à chaque fois en disant « Attends, ça veut dire quoi ça ?» Enfin, mais attends, ce personnage revient, il n'était pas censé être mort. Attends, enfin, c'est... voilà, enfin, c'est quand même... ça demande du travail, en fait, je sais pas, au niveau de la construction aussi, de l'écriture, des phrases, de ceci, de cela. C'est pas forcément... c'est pas forcément inné, en fait, c'est du travail. Et donc oui, ça se dévore, oui, ça se lit vite. Oui, quand on le lit, on bute pas sur les mots. Et à côté de ça, il y a des moments qui sont émouvants, il y a des moments qui sont poétiques. J'ai relevé énormément de citations dans ce livre. Tout est sur Babelio si ça vous intéresse. Il y a mon lien vers mon compte Babelio dans la bio de cette vidéo. Mais vraiment, enfin, si je relève des citations, c'est que vraiment ça me marque. Dans les livres précédents, si Barbara Abel, il y avait des beaux passages. Dans les deux précédents, là, j'en ai relevé, mais pas tant que ça, parce que c'est pas ce que je cherche. Je suis sur une enquête, donc je cherche pas des belles phrases, forcément. Là, mais j'en ai relevé tellement, ça m'a pris tellement de temps de les mettre après dans Babelio, j'en ai relevé tellement, c'est que c'était bien écrit. C'est que c'était bien écrit. Après, voilà, ce que je relève, c'est quelque chose aussi de personnel. C'est des passages qui me touchent pour certaines raisons. Et c'est bien parce qu'en fait, en plus dans le livre, on a Vincent, il est auteur, il fait des salons, il parle de la foire du livre de Brive, avec des choses, ce que vivent les auteurs, avec le fameux train du cholestérol, là, qui est assez dingue pour emmener les auteurs sur le lieu du salon, avec... enfin, voilà, il y a plein de choses. Quand on est lecteur et qu'on aime voir les auteurs, on y trouve aussi largement son compte. Il y a vraiment des trucs intéressants par rapport à ça. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais il est excellent, c'est un coup de cœur et je vous dis, il fait partie de mes préférés. Bah, maintenant, ils sont 3 préférés pour moi de cette autrice et impossible à départager. Si vous avez lu Virginie Grimaldi, j'imagine que ça doit être le cas de beaucoup, n'hésitez pas à me dire quels sont vos préférés. Parce qu'en fait, en discutant avec d'autres, on se rend compte que c'est jamais les mêmes. Et c'est là où c'est très fort. Là, j'échangeais avec des lectrices et il y en a une, c'était « Quand nos souvenirs viendront danser ». Alors moi, pas trop. C'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié. Il y en a, c'est celui de l'année dernière. Alors oui, l'année dernière, mais moi, je vais voir d'autres choses avec celui de l'année dernière parce qu'on a vécu une soirée de lancement qui était dingue. Et donc, c'est aussi mêlé à ça. Mais au niveau de l'histoire, c'était peut-être pas mon préféré. Enfin, voilà. Bon, du coup, ça m'intéresse. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi. Ce serait cool. Et puis je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires sur mon dernier vlog et mon dernier épisode de podcast parce que je vous avais expliqué que j'étais dans une grosse vague de trucs pas cool de messages pas cool et tout. Écoutez, la vague est passée, mais une prochaine arrivera, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je vous remercie parce que ça m'a fait un bien fou. Enfin, mais voilà, j'ai été très touchée de vos mots. Donc merci parce que ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Il y a certains messages. En fait, je sais que la prochaine vague de messages sur vraiment, je vous dis, on me critique sur le fond, sur la forme. Enfin, vous voyez, et puis c'est par période. Voilà, c'est par période. Et ben je sais que du coup je retournerai sur les commentaires de ces vidéos là pour ça me fera du bien.
Donc merci, je vous remercie 1000 fois. Voilà, et bien écoutez, très bonne lecture à vous, puis on se retrouve très vite de toute façon pour d'autres vidéos. À bientôt!